Hello Nathalie, bienvenue sur le podcast Je peux pas, j'ai business. Je suis absolument ravie de te recevoir. Comment est-ce que tu te sens? Hello Aline, bah, je me sens tellement bien. Merci beaucoup. Je suis vraiment heureuse d'être là avec toi sur le podcast aujourd'hui. Bah écoute, je crois que je suis la plus heureuse de nous deux parce qu'on va avoir creusé une thématique aujourd'hui que j'ai hâte d'aller décortiquer avec toi. Surtout qu'on le disait en off juste avant, tu n'es pas quelqu'un, en tout cas pas à ma connaissance, qu'on a l'habitude de voir beaucoup sur les podcasts. Donc j'ai l'impression d'avoir un peu une exclusivité. Je me sens littéralement genre trop chanceuse et hypée. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter? Et la question que j'aime bien poser à mes invités, c'est si tu devais te présenter en 3 bullet points à quelqu'un que tu rencontres pour la première fois, lesquels ce seraient? Alors, ce serait d'une part une amoureuse de la vie. Vraiment, j'aime la vie, j'aime les gens et je suis une amoureuse de la nature. J'ai besoin de la nature pour me sentir bien. Je suis, l'heureuse, fondatrice et gérante de mon organisme de formation, LCF, Langue Communication, Formation, grâce auquel j'accompagne des personnes qui veulent vraiment, évoluer professionnellement, grâce à la maîtrise de l'anglais. Et puis le troisième, j'ai déjà dit dans le premier, c'est vraiment ce rapport dont j'ai vraiment besoin avec la nature et je le sens de plus en plus, c'est quelque chose qui m'appelle de plus en plus. Je trouve qu'on est trop détaché de la nature et je pense que ça nous fait, défaut. Vraiment quand je suis dans la nature, j'ai ce regain d'énergie, je pense que ça fait du bien à la fois personnellement et professionnellement. Trop bien. Tu te sens qu'aujourd'hui, tu as le temps de profiter de la nature ou tu dirais que tu manques de temps? J'ai du temps, j'ai du temps. Je suis contente, j'ai fait en sorte d'habiter dans un environnement où justement la nature est accessible, donc j'ai du temps. Je te pose la question, évidemment, elle est biaisée, mais comme on va parler d'une entreprise qui tourne à 16 chiffres, c'est-à-dire à plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, de se dire, bah, est-ce que vraiment on a du temps encore quand on arrive à ce niveau-là de performance ou est-ce que ça fait partie des choses qu'on sacrifie? Tu viens de me donner un premier élément de réponse, donc j'ai hâte d'aller creuser. Avant ça, pour se mettre en bouche, j'ai préparé 5 rapid fire questions, c'est-à-dire, bon, bah, je te fais pas la traduction pour toi, mais en tout cas, je la fais pour l'audience, n'est-ce pas? Des questions rapides, tu me réponds du tac au tac en un mot, 2 mots, 3 mots. L'idée, c'est de briser un petit peu la glace. Tu es prête? Oui, je suis prête, I'm ready. OK, donc en un mot, décris ton tout premier job et en un mot, ton rôle actuel. Tout premier job, animatrice dans les centres de loisirs et actuelle, dirigeante de mon centre de formation. Parfait. Deuxième question, thé ou café pour commencer la journée? Thé. Troisième question, si tu devais apprendre une nouvelle langue demain qui n'est pas l'anglais, laquelle ce serait et pourquoi? Bonne question. J'aimerais bien apprendre, et j'avais commencé d'ailleurs, le mandarin. OK. Quatrième question, si tu devais choisir entre ne plus jamais utiliser Instagram ou alors ne plus jamais utiliser d'email marketing, lequel tu sacrifierais? Ah! Ah! Bah, je sacrifierais, Instagram. À regret, mais c'est Instagram que tu sacrifierais. Oui. À bon entendeur. Dernière question, à quel moment précis est-ce que tu as réalisé que ton business était vraiment en train de décoller? Quel moment précis? Quand j'ai commencé à devoir recruter, quand j'étais sous l'eau, quand j'étais vraiment, je suis devenue victime de mon succès, je pouvais plus absorber, tout le monde, tous les apprenants, tous les clients et c'est là que j'ai vraiment senti que mon business décollait. C'était à quelle période ça? Il y a combien de temps? Je m'en souviens très bien, c'était en juin 2020. OK, à la fin du covid, quoi. C'est ça. Trop bien, merci de t'être prêté au jeu des questions. Maintenant, j'ai envie d'aller creuser, découvrir ton business, les tenants, les aboutissants. J'ai des questions sur un peu le modèle de ton business, que tu nous en dises un peu plus. Des questions sur comment tu trouves tes clients, parce que le titre de cet épisode, c'est 1 million d'euros avec 1000 abonnés Instagram. Donc forcément, on veut savoir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les tenants, les aboutissants, et cetera. Et j'aimerais aussi terminer avec des questions plutôt sur ton état d'esprit, qui a dû évoluer, j'imagine, très rapidement. Comment tu gères une entreprise qui est un organisme de formation. Donc j'ai essayé de regrouper un peu mes thématiques. La première question pour commencer, c'est quoi l'histoire de ton business? Comment est-ce que tu as eu l'idée de te lancer là-dedans? D'autant plus qu'aujourd'hui, c'est un organisme de formation, donc j'imagine on en parlera CPF et cetera derrière, ce qui est pas toujours le choix des entrepreneurs. Qu'est-ce qui t'a poussé vers ça? Oui, alors l'histoire de mon business, c'est que en fait, quand je te disais tout à l'heure que mon premier job était animatrice, officiellement, mais officieusement, c'était déjà d'enseigner, en fait. Mes premiers élèves, j'aime dire que je les ai eus au collège. C'était mes amis, qui étaient, sourds et malentendants en 6e et 5e. C'était très difficile pour eux, les cours, parce qu'ils n'avaient pas
tout le temps leur traducteur et donc ben, moi, je les aidais. Ce fut vraiment mes premiers élèves. Je fais de l'aide au travail et c'est comme ça que j'ai appris la langue des signes en autodidacte, en leur présence et au début, je m'orientais vers, l'enseignement pour les enfants ou les personnes sourdes-muettes, mais très vite, la passion de l'anglais a pris le dessus et donc je me suis réorientée vers l'anglais. Donc vraiment, mon histoire, c'est vraiment ça. C'est ma vocation est née au collège pour tout simplement aider mes amis, sourds et muets qui avaient, beaucoup de mal et donc j'ai évolué dans ce sens dans mes études. J'ai fait des études de lettres et langues, français, anglais, puis j'ai terminé, à la Sorbonne. Donc j'ai mon master de didactique, donc d'enseignement, des langues et puis une fois mon master en poche, je suis allée aux États-Unis pour, parfaire davantage mon niveau d'anglais et puis m'inspirer des techniques d'enseignement américaines et puis à force de toute cette expérience, eh bien, je suis rentrée en France. Ça, c'était en 2009, l'été 2009 où ben, je suis, venue pour aider mes chers compatriotes français à eux aussi réaliser leurs rêves, concrétiser leurs ambitions, grâce à la maîtrise de l'anglais et c'est comme ça que j'ai commencé, bah, comme tout le monde, si je puis dire, en tant qu'indépendante, freelance, à donner des cours, à travailler en sous-traitance pour des organismes de formation, mais très vite, au bout d'1 an, 1 an et demi, j'ai explosé le plafond qui était bas à l'époque, hein, c'était vers les 32 000 € par an. C'est ça, ouais. J'ai connu cette époque. Oui, oui, tu connu. Donc très vite, j'ai explosé. Donc du coup, il fallait impérativement, automatiquement passer vraiment à l'étape supérieure, donc par la force des choses, à la création de mon entreprise et donc de mon organisme de formation et j'ai commencé toute seule, hein, donc dans les débuts, j'ai créé en 2012. Pendant plusieurs années, je suis restée seule. Je faisais que du présentiel, hein, à l'époque, donc je me déplaçais d'entreprise en entreprise, de particulier à particulier, ce qui était très chronophage et ce qui devenait très, très fatigant jusqu'à ce que, en 2019, je sente vraiment le besoin d'aller plus parce que j'étais limitée à Paris, région parisienne, donc limitée géographiquement, limitée en temps, les horaires du bureau, alors qu'il y a des personnes qui avaient besoin de se former en dehors des heures du bureau, même le soir et donc j'ai senti l'envie de, tu vois, d'aller pouvoir toucher plus de personnes, ne plus être limitée comme ça et j'ai cherché jusqu'à trouver ce qui était le business en ligne, le fait de travailler à distance, d'avoir ces formations, de créer ces formations à distance pour pouvoir aider plus de monde et c'est comme ça que je me suis formée, que j'ai créé du coup, j'ai vraiment changé de business model. Je suis passée de seule en présentiel à seule à distance, puis avec mon équipe pédagogique. C'est comme ça, voilà, que j'ai vraiment, créé mon équipe pédagogique jusqu'à maintenant, hein. Donc vraiment, je suis heureuse, d'accompagner toutes ces personnes qui ont besoin de l'anglais, pour leur vie personnelle et professionnelle et puis souvent les 2 sont liés. C'est un parcours qui est incroyable, donc depuis 2012 en fait, donc ça fait un bout de temps. C'est une bonne transition avec ma question suivante qui était d'expliciter le titre de ce podcast. On parle d'1 million d'euros. Est-ce que c'est 1 million d'euros depuis 2012, la création de ta structure, ou est-ce que c'est 1 million d'euros annuel maintenant en ce moment? Non, pas depuis le début de ma structure. Non, 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 ça fait longtemps, que j'ai fait le million et puis ce n'est pas non plus un chiffre annuel parce que j'ai revu aussi mes ambitions, hein, parce que j'ai atteint le million, mais en terminant quand même sur les rotules, en frôlant le burn-out et donc l'objectif maintenant, c'est plus forcément de faire, le million, mais c'est de plutôt vivre avec un certain équilibre, dans l'harmonie, sans s'oublier, hein. Donc non, le million, je l'ai fait en 3 ans. C'est bien que tu dis ça, on aura l'occasion de revenir un petit peu sur cette thématique. Je trouve qu'il y en a beaucoup en ce moment qui font cette opération, on va dire, de descaler, en tout cas de scale down un business parce que ça ne respectait pas leur écologie personnelle, parce qu'ils se cramaient complètement à la tâche. Donc, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à aller creuser. Je continue avec ma structure, mon cadre, parce que je suis un petit peu contre le fric. Ok, du coup, on dit 1 million d'euros avec 1000 abonnés sur Instagram. Mais si on doit être très honnête, toi et moi, quelle est la vraie place d'Instagram dans ta stratégie? Est-ce que c'est comme ça que tu trouves des clients ou pas du tout? Si, Instagram a une place importante dans ma stratégie, d'acquisition. Quand j'ai changé de business model, que je voulais passer de présentiel à en ligne, je me suis formée, hein, j'ai pris plusieurs formations pour comprendre ce que c'était avoir des réseaux. Avant 2018, je n'avais aucun réseau social. Rien. Donc c'est en 2018 avec une première petite formation où j'ai mis en place mes réseaux sociaux, mon écosystème, Instagram, YouTube, le blog et puis aussi, mon podcast et que j'ai commencé du coup à alimenter cela et effectivement, Instagram a une part importante dans le sens où, oui, ça me permet d'acquérir des clients, mais comme je le disais, j'ai jamais été réseaux sociaux et en plus je suis une personne
pas secrète, mais je veux dire, j'ai pas l'habitude comme ça de parler de moi, tout le temps, à chaque instant et donc pour moi, c'est vraiment pas naturel. Donc quand je me suis, formée, j'ai, très vite basculé et ça, c'est le second programme dans lequel j'ai investi, à utiliser Instagram, mais également en utilisant les publicités, tout simplement, tu vois? Donc c'est vraiment l'alliance des 2. C'était vraiment un effort, un travail pour moi d'être sur les réseaux sociaux, et donc je m'en sers, de manière, un peu les 2. Je fais à la fois de l'organique, beaucoup d'organique, hein, avec, toutes les vidéos pédagogiques, que je publie, tous les quiz que je fais grâce aux stories, je m'en sers, mais ce n'est pas du 100 organique. Il y a aussi la partie, acquisition payante avec les publicités parce que à choisir, je préfère prendre mon argent et le mettre dans les publicités qui tournent H24, même quand je dors et avoir du temps pour vraiment faire des vidéos impactantes qui apportent de la valeur, des vidéos pédagogiques, plutôt que de passer tout mon temps à écrire du contenu et à m'épuiser. Très smart. Merci. Non, mais c'est bien aussi de dédramatiser un petit peu la publicité sur Meta et puis de la présenter de cette manière-là. Je trouve ça assez smart. On est d'accord que ton compte Instagram, c'est ton compte en personal branding avec toi sur la photo de profil et cetera, qu'il y a pas d'autres comptes pour le LCF? Non, oui, c'est moi. OK, parfait, très clair. Et ben tu vois, j'étais curieuse de te poser cette question parce que je me suis dit, avant de te recevoir et en préparant cet épisode, oui, bah, si ça se trouve, elle s'est vendu l'épisode en te disant 1000 abonnés sur Instagram, 1 million d'euros de chiffre d'affaires, mais ça se trouve, tu avais un autre canal d'acquisition qui faisait qu'au final, tes clients ne venaient pas forcément d'Instagram. Mais en fait, si, ils viennent d'Instagram. J'en ai d'autres, oui, j'ai d'autres canaux d'acquisition. Ce sont lesquels du coup? Comment tu fonctionnes en dehors d'Insta? Alors, c'est Instagram, Facebook, même si c'est ensemble, YouTube, essentiellement, tu vois? Ces plateformes-là, puisque je publie toutes les semaines, parfois même plusieurs fois par semaine depuis des années, depuis 2018-2019, sur ces canaux-là, Instagram, Facebook, YouTube. Donc ce sont vraiment mes 3 canaux principaux et puis j'ai aussi, mon podcast, hein, qui, même s'il est encore petit, m'apporte quand même des clients. Et d'ailleurs grâce à ta formation, j'avais découvert d'autres astuces pour pouvoir le booster, encore un peu plus. Oui et puis bien sûr, le bouche à oreille, hein, des clients qui nous recommandent parce qu'ils sont tellement contents et satisfaits. Donc voilà, les Insta, Facebook, YouTube, les 3 gros, canaux, d'acquisition et puis également, bien sûr, j'ai ma newsletter, hein, les abonnés qui sont inscrits à ma newsletter, et puis aussi, LinkedIn un peu. Trop bien. Bah, je mettrai surtout tes liens dans la description pour les gens qui voudraient te retrouver sur les différentes plateformes. Question suivante. Pareil, on parle d'1 million d'euros. À combien sont tes accompagnements en moyenne? C'est quoi, on va dire, le panier moyen d'achat par client? Parce que j'imagine pour atteindre un tel chiffre d'affaires, c'est rarement des petites offres à 47 euros. Chez toi, on est vers combien? Alors effectivement, c'est l'inverse. Moi, j'ai décidé en fait, c'est dans ma nature aussi, hein, je préfère quelque chose de vraiment, impactant et je dis aux personnes, c'est très clair, c'est pas avec des petits cours comme ça ici et là qu'on va transformer votre niveau d'anglais. Si vous voulez vraiment transformer votre niveau d'anglais vite et bien, eh bien, il faut frapper fort si je puis dire. J'avais un prospect au téléphone, il m'a dit: «Ah j'aime bien, ça fait ton programme, il est coup de poing». J'avais jamais entendu ça. C'est un peu ça. Vraiment, on met le paquet, c'est intensif, personnalisé et c'est comme ça qu'on a des résultats et donc forcément, ça demande un investissement. Le panier moyen là, autour de 3 000 €. Donc gros panier moyen, oui. Oui, voilà, parce que ce sont des formations intensives où on prend vraiment la personne, on la fait travailler tous les jours, 7 jours sur 7 pendant, 3 mois minimum. Donc, en 3 mois, on fait ce qu'elle ferait en 6 ou 9 mois ailleurs parce que justement, c'est intensif et personnalisé et c'est comme ça, hein, qu'on a vraiment les résultats. Un coach personnel, parfois même plusieurs coachs personnels selon la formule, d'accompagnement. Donc, on met vraiment le paquet, d'où, d'investissement financier, mais également c'est un investissement puisque derrière, au moins les résultats sont là. On va parler du CPF pour le financement juste après. Mais avant ça, pour avoir un peu une cartographie de comment ça fonctionne chez toi, si tu l'acceptes, est-ce que tu veux bien nous décrire un peu tout le parcours client du moment où il te découvre jusqu'à l'achat? Donc, en récapitulant les différents canaux d'acquisition slash point de contact et tout le processus jusqu'au moment où il commence son apprentissage. Alors, donc la personne peut me découvrir via effectivement les différents réseaux sociaux, que ce soit en organique avec toutes les vidéos que je publie ou en payant, via les publicités. Donc, j'offre notamment un webinaire qui leur donne des clés pour pouvoir s'améliorer directement par eux-mêmes, hein, dans le confort de leur canapé. Ensuite, du coup, elles intègrent
ma communauté dans le sens où, bah, je continue à leur apporter de la valeur semaine après semaine en leur envoyant ma newsletter, hebdomadaire. Elles peuvent également continuer à me suivre sur les réseaux sociaux. En général, ce qui se passe, c'est que oui, si la personne voit une publicité et bien, quand elle veut creuser, elle voit tout ce qu'il y a autour. Elle apprend, bah, un peu ma personnalité, comment j'enseigne et puis, elle voit aussi des témoignages, vidéo ou les témoignages écrits qui sont un peu partout et ensuite si, la personne veut aller plus loin, elle me contacte. Donc là, tout simplement, elle prend rendez-vous avec moi parce qu'effectivement, je procède aux appels personnellement. C'est le premier contact avec le potentiel, client. Je trouve que c'est important et puis, je leur fais passer un test de niveau également. Donc ça, c'est très, très important, un test de niveau en anglais, pour pouvoir les orienter justement sur la bonne formule, d'accompagnement, hein, qui est adaptée à leur niveau et à leur objectif. Donc après, cette session d'évaluation du niveau, et des besoins, je leur présente, la formule d'accompagnement adaptée, et si la personne, voit qu'effectivement ça lui convient, là du coup elle s'inscrit. Donc j'effectue, son inscription, hein, et là effectivement elle va utiliser son CPF ou pas, hein, puisque comme tu l'as dit, on est certifié Calliope, donc on accepte le CPF. On l'inscrit et dès que je l'inscris, et bien, du coup, je le confie à l'une des coachs, de mon équipe, hein, par rapport également, eh bien, à la personnalité, hein, du client, de l'apprenant, par rapport à ses disponibilités, hein. Comme je te disais, il y a des apprenants qui ont besoin de faire les cours, parfois tôt le matin, entre midi et 2 ou le soir. On se rend vraiment accessible et à partir de là, du coup, la formation va se dérouler et puis à la fin, j'ai un appel de fin de formation, hein, pour faire le point et également organiser, si la personne a utilisé son CPF, organiser le passage de son TOEIC, hein, parce que ça fait partie effectivement de ce qu'on doit faire, en utilisant le CPF. Donc vraiment, donc jusqu'au bout, l'organisation du TOEIC et puis, là, ce sera la fin, ça se clôture du coup par le passage, du TOEIC. Trop bien et du coup, j'entends que c'est toi qui fais le premier appel et le dernier. Est-ce qu'il y a pas de friction avec le fait que ce ne soit pas toi qui accompagne pendant le parcours de formation? Est-ce qu'il y a pas des clients/apprenants qui disent: «Mais en fait, moi, je t'ai découvert toi sur YouTube, j'aimerais que ce soit toi qui m'accompagne». Comment tu gères ça? Quelle bonne question Alice, parce qu'au début, c'était vraiment le dilemme. J'ai terminé par dire: «Bon d'accord, ce sera moi». Mais au bout d'un moment, vraiment, que je te disais, je n'avais plus le temps physiquement d'enseigner, personnellement. Donc je me suis fait violence vraiment parce que moi j'adore enseigner. Vraiment, c'est ma passion. L'enseignement, la transmission, c'est ma passion. J'adore ça. Je pourrais le faire 7 jours sur 7 pendant des années, ce que j'ai fait et ce que je continue un peu à faire, même si j'ai un rythme, voilà, moins intense, aujourd'hui, parce que j'ai la chance d'avoir créé, voilà, mon équipe pédagogique qui est là pour m'aider. Mais oui, moi j'ai accepté volontiers. Je n'arrivais pas à dire non et je disais: «Bon d'accord, ce sera avec moi». Mais au bout d'un moment, je me suis fait, hein, je me dis: «Écoute Nathalie, si tu veux vraiment développer ton activité, si tu veux vraiment développer ton organisation, tu dois déléguer». Et j'ai fait comprendre, vraiment, c'était vraiment de l'éducation, vraiment leur faire comprendre que mes coachs, ce sont mes clones, ce sont mes doubles. Elles sont aussi performantes que moi, elles sont aussi pédagogues, patientes, impliquées, ce sont mes doubles. Donc c'est comme ça que je les rassurais et parce que c'est vrai, je leur disais même, elles sont comme moi, voire meilleures que moi, mes coachs. Donc vraiment, il y a aucune crainte, à avoir sur ça. Donc c'est comme ça que petit à petit, en me faisant violence, j'ai réussi, à m'extirper un peu et puis le fait également de montrer des témoignages vidéo, des témoignages écrits où les apprenants disent à quel point la formation s'est bien passée avec tel ou tel coach, ma coach c'était super. Voilà, j'en publie, régulièrement, ça rassure, ça rassure. C'est une vraie question qui se pose quand on cherche justement à scaler son business, mais que celui-ci est, bah, relié à notre personal branding et j'ai l'impression que toi, c'est le cas, tout autant que moi, si tu me dis que tu fais du YouTube, des pubs et cetera. Je passe à mes questions marketing. J'ai la sensation, tu peux me détromper si c'est pas le cas, que le domaine de l'apprentissage des langues, c'est quand même un domaine où il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup de personnes qui proposent ça, que ce soit CPF ou pas CPF. Toi, comment est-ce que tu te différencies sur ce marché-là? C'est quoi qui fait ton individualité, ton unicité et cetera? Oh que oui, comme tu l'as dit, il y en a, pléthore et c'est pas ça qui manque, hein, des acteurs dans l'enseignement des langues et notamment l'enseignement de l'anglais. Comment je fais pour me différencier? Alors vraiment, je n'ai jamais et ça, je suis contente, il y a beaucoup de personnes qui ont le malheur, en fait, de toujours se comparer aux autres. En fait, moi, j'ai jamais vraiment eu ça. J'ai toujours, en fait, tracé ma route et j'ai toujours fait comme je l'entendais et donc en faisant les choses comme je le sentais, comme je l'entendais, en me focalisant sur, ce que je voulais, et puis les résultats que je voulais apporter, c'est comme ça
ça que je me suis fait, ma place sur le marché et souvent ce qui revient dans la bouche des personnes que j'ai au téléphone, des prospects, des clients, ce qui les marque, ils me disent que, bah, c'est tout simplement ma personnalité qui est vraiment alors là, pour le coup, naturelle, authentique, pas de chichi, d'essayer de paraître, une personne que je ne suis pas. Donc vraiment le côté authentique, sincère. Ils voient ma passion transmet et c'est ce qu'ils ressentent et c'est ce qui les rassure. Donc vraiment le fait d'être naturel, d'être, moi comme je suis dans la vraie vie, c'est ça qui revient souvent et ce qui l plaît aussi, c'est des prospects qui me l'ont dit, ils ont essayé d'autres choses, mais c'était totalement décousu. Ils pouvaient avoir un cours par-ci, un cours par-là, un cours par semaine, un cours toutes les 2 semaines. On leur changeait sans arrêt de coach. Enfin, c'est comment veux-tu avoir un suivi, et des résultats avec, tu vois, quelque chose d'aussi décousu, Ce qui leur plaît, c'est vraiment chez nous, c'est très structuré. Tu sais, il y a la feuille de route, on leur dit par où passer, quoi faire étape par étape, hein. Tu sais très bien que tu es très structuré Aline, donc tu vois très bien de quoi je parle. On les accompagne, voilà. Il y a un vrai accompagnement, un suivi vraiment personnalisé. Ils se sentent entourés et vraiment, soutenus, poussés. Mmh. Et puis une dernière chose aussi, c'est qu'on travaille aussi beaucoup. Il y a un témoignage, c'est le titre, c'est «Plus que de l'anglais, du développement personnel». C'est ça aussi, ce côté où on va aussi travailler en profondeur sur les blocages internes. Très souvent, hein, quand les personnes n'arrivent pas en anglais, c'est parce qu'elles ont des blocages internes, des blocages, des traumatismes qui remontent très souvent à l'enfance ou au collège, et donc on travaille vraiment sur ces blocages et l'intensif. La rapidité aussi de progression, bien sûr. Voilà, voilà, ils ont minimum 3 cours en individuel par semaine, hein, sur 3 mois minimum, sans compter le travail qu'on leur donne à faire, quotidiennement. Donc c'est de l'intensif et c'est comme ça, en fait, ils n'ont pas le temps d'oublier. Tandis que quand c'est un cours par-ci, un cours par-là, eh bien, beh, ils ont le temps d'oublier, en fait, et nous, on leur laisse pas le temps d'oublier, justement, avec tout ce travail que l'on fait de manière intensive et personnalisée. Et c'est la dernière chose, voilà, le dernier élément, ils me disent: «C'est vraiment personnalisé aux besoins de chaque apprenant». On leur fait pas perdre du temps, comme c'est le cas souvent à l'école, avec des choses qui ne serviront jamais. On se focalise sur leurs besoins. On leur fait travailler des thématiques, qu'ils ont besoin de travailler. Donc c'est vraiment du personnalisé. On les aide vraiment concrètement. Par exemple, à passer des entretiens d'embauche ou bien à faire des présentations. C'est du concret. Ils peuvent vraiment l'utiliser dans leur vie personnelle ou professionnelle. Et du coup, j'ai entendu que c'était des sessions de travail qui sont individuelles ou c'est du collectif ou c'est un mix des 2. Alors oui, selon les formules, on a des formules en 100 individuelles, hein, et c'est vraiment la majorité. 100 l'individuel. Il y a une formule où, pour les grands débutants, par exemple, voilà, ça c'est sûr, c'est 100 individuel. Une autre formule pour les personnes qui ont un meilleur niveau, qui sont pré-intermédiaires, où là, c'est vraiment l'alliance, du one to one individuel et puis également tout un travail que l'on fait quotidiennement sur la plateforme de formation supervisée, hein, où là, ils travaillent, bah, pas directement avec moi, hein, puisque c'est moi qui tourne les vidéos de cours. Ils me voient, voilà, je fais les audios, donc ils travaillent comme ça avec moi et puis, c'est la formule, pour les personnes qui sont un peu plus avancées où là, il y a les 3, il y a les one to one, les sessions individuelles, il y a le travail sur la plateforme de formation supervisée. On corrige vraiment personnellement avec nos petites mains tous les exercices, hein, pour qu'ils comprennent leurs erreurs, afin de ne plus les reproduire et le petit groupe privé, le mastermind, où vraiment ça va nous permettre de faire un travail différent avec coaching de groupe pour les aider, là encore, à prendre davantage confiance, à oser parler devant d'autres personnes, justement, pour développer leur aisance dans la prise de parole, en public avec d'autres personnes. Donc il y a un peu de tout. Là encore, ça dépend du niveau, hein, mais en gros, plus les niveaux sont bas, plus c'est de l'individuel et dans tous les cas, dans toutes nos formules, il y a de l'individuel. Ça, c'est clair et net. C'est le plus efficace puisque tu es vraiment, vraiment avec la personne sur ses besoins, sur ses problématiques. Je pense que du coup, c'est un élément différenciant supplémentaire VS d'autres organismes de formation qui peuvent, par exemple, proposer uniquement du collectif ou uniquement des cours en ligne et cetera et ça joue, aussi certainement. C'est vrai, oui, oui, tout à fait. Trop bien. Bah, écoute, j'ai l'impression d'avoir un peu mieux compris ton business model, donc c'est, hyper intéressant. Maintenant, j'ai envie de creuser sur toi. Comment est-ce que tu as porté cette croissance? Comment tu l'as vécu? Comment tu le gères aujourd'hui? Ton mindset, ta gestion d'entreprise aussi. Je rebondis sur ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Tu m'as dit: «Oui, bien sûr, j'ai fait mon million en, 3 ans et 3 mois», donc on imagine vraiment une pente ascendante, très rapide et puis finalement maintenant j'ai ralenti parce que j'ai fait tu as mentionné le mot burn-out et cetera. Est-ce que tu veux bien nous raconter un petit peu cette période? Qu'est-ce qui s'est passé? Quels ont été les déclics ou les aventures qui t'ont fait scale down un peu ton activité et où est-ce que tu en es aujourd'hui?
Oui, alors, effectivement, quand j'ai changé de business model et que j'ai créé, tout ça, je voyais que ça fonctionnait et donc je voulais, eh bien, accompagner de plus en plus de personnes et puis c'est vrai qu'à cette époque et puis c'est encore un peu le cas aujourd'hui, même si ça commence à changer, mais vraiment beaucoup dans cette époque, on parlait de oui, faire le million, faire le premier million, c'est il y avait beaucoup ça et quand on est en pleine croissance et qu'on développe et que tout va bien et qu'on recrute la première personne, la deuxième, la troisième et que tu as une équipe pédagogique, tu te dis: «Waouh, tu veux faire encore plus» et c'est vrai que, j'étais dans cette, dynamique-là avec je sais pas pourquoi on a ça, hein, Aline, mais peut-être parce que, ben, on est ambitieuse et qu'on veut, voilà, atteindre de beaux résultats, et voir aussi le fruit de tous nos efforts. Mais on a ce: «Je veux faire ce million», c'est comme, milestone à atteindre et donc j'avais ça à l'esprit. C'est comme une sorte de quelque chose qui nous entraîne aussi, qui nous donne, voilà, Il y a le un challenge personnel aussi derrière ça, ouais. voilà, c'est ça, un challenge personnel de oui, je vais le faire et donc quand je l'ai atteint, effectivement, j'étais, contente, mais effectivement, j'ai laissé des plumes au passage. Ma santé en a pris un coup, vraiment, j'ai fini en burn-out ou alors j'ai pas été diagnostiquée, mais vraiment, enfin, j'étais à l'hôpital, les urgences, enfin, c'était quasiment un burn-out. Je me suis vraiment, cramée. C'était très, très difficile. J'ai mis quasiment 9 mois à m'en remettre. Alors quand tu es dans un tel état et en fait, tu ne peux pas juste te reposer et dire: «C'est fini», tu dois continuer à faire bonne figure, à soutenir, le business, parce que tu es pas toute seule, tu as une équipe, des personnes aussi qui comptent sur toi, des clients qui comptent sur toi. Donc gérer tout ça, ça a pas été facile, mais j'ai réussi, et donc ça m'a fait remettre les choses en perspective, prendre de la distance, et déjà à me rendre compte que quand même, la chose la plus importante, mon capital le plus précieux, c'est mon capital santé, c'est ma santé. C'est pas ce que j'ai sur le compte en banque, c'est mon capital santé. Parce que de toute façon, sans ma santé, il n'y a pas d'argent sur le compte en banque. Puisque, comme tu l'as dit, voilà, j'ai quelque chose qui est basé, sur moi, qui repose sur mon image, sur, bah, tout le travail que je fais. Même si, encore une fois, maintenant j'ai ma super équipe pédagogique, mais effectivement, la personne qu'on voit, c'est quand même moi. Et donc j'ai vraiment pris là la conscience que le plus important, c'était ta santé, que je ne devais pas développer une activité au détriment de ma santé. Et vraiment, ça a pris quasiment 9 mois pour sortir de cet épuisement. Donc je me suis vraiment rendu compte et c'est comme ça que, petit à petit, je me suis rendu compte parce que vraiment, Aline, quand on l'atteint, tu en as fait des millions, donc tu sais ce que c'est et quand on atteint cet objectif qu'on s'était fixé, oui, ça nous fait plaisir, on est content, mais en fait, ça ne change pas, radicalement notre vie et là, du coup, on met tout dans la balance, on se dit: «Quoi? Tout ça? Tous ces efforts? À trimer comme ça pour ça? Cet effet-là qui n'est pas forcément» tu vois? On se dit: faut peut-être revoir ses priorités», hein et donc c'est comme ça que je me suis dit: «Oui, que attention». J'ai commencé à mettre plus d'équilibre. Avant, je travaillais vraiment non-stop du matin au soir, sans prendre de pause, en mangeant en 10 minutes. Ensuite, j'ai calé, du temps, hein. J'ai une pause obligatoire dans la journée. Je veux dire, pour me mettre 1 heure de pause, ça a été tellement difficile. Le matin, je me dis: «Mais comment est-ce que tu as pu vivre sans t'autoriser de pause?» Tu l'as dit récemment, on peut être notre pire bourreau. Mais oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on s'inflige? On devient un peu on est aveuglé, en fait, par ce qui n'est au final pas, vraiment l'essentiel. L'essentiel, c'est d'abord sa santé, de se sentir bien pour justement avoir un business qui fonctionne. Donc ça m'a fait prendre conscience de tout ça. Et c'est comme ça que j'ai arrêté un peu de courir après, je ne sais quelle, tu vois, consécration financière et à mettre en avant aussi l'équilibre. L'équilibre vie pro, vie perso et me remettre aussi un peu, en priorité. Voilà, me faire passer en priorité parce que c'est ça, quand tu es dans cette course, c'est le business qui passe en priorité. C'est le business avant tout, hein, c'est le business avant tout. Les chiffres, les résultats, et là, me mettre aussi un peu en priorité. Je suis aussi importante, je dois me prioriser aussi, si je veux que tout se développe, en fait. Et du coup, j'ai envie de te poser une question. Il faut que tu sois très honnête avec moi et je te partagerai ma réponse après. Avec tout ce que tu viens de nous expliquer, si il fallait refaire les choses, est-ce que tu les ferais de la même manière ou est-ce que tu les ferais différemment? Ah, Aline, bah, je crois que je ferais, en fait, je ferais de la même manière parce que c'était quand même une belle aventure. Je veux dire, tous les moments que j'ai vécus, je ne sais pas si je pourrais refaire différemment. Je ne pense pas pour atteindre ce niveau de résultat aussi rapidement,
On va pas le faire en étant à moitié, quoi, en étant, tu vois, en se donnant pas à 100. Mais maintenant, j'ai appris de mes erreurs, donc j'ai des erreurs que je ne reproduirai plus. Voilà et que je ne reproduis plus maintenant pour l'avenir. J'ai appris quand même de tout ça. Je suis d'accord avec toi. Je pense que ma réponse serait similaire à la tienne parce que souvent on dit: «Oh là là, j'ai atteint le million» ou «J'ai atteint 10 millions» ou que sais-je, mais je me suis cramée et cetera et en fait, j'aime bien poser cette question aux entrepreneurs qui me racontent ça parce que au final, si on doit être très honnête face à nous-mêmes, face à un miroir, on referait les choses exactement pareil parce qu'il y avait dans cette course au million ou autre ou dans ce challenge quelque chose qui nous nourrissait. Alors est-ce que ça nourrissait une névrose? Est-ce que ça nourrissait notre amour du challenge? J'en sais rien, tu vois? Mais il y a un truc aussi qui nous a plu dans cette aventure qui a fait qu'on a persévéré, qu'on s'est donné là-dedans, personne n'était là avec un fouet à nous obliger à courir après cet objectif-là, donc cramer sa santé, non, mais c'est bien aussi de se dire: «Bah, en fait, non, je referai les choses pareilles, quoi». Oui, mais d'apprendre, voilà, d'apprendre de ses erreurs. Voilà et c'est comme ça, hein, qu'aujourd'hui, voilà, je suis plus sereine parce que j'ai appris, de tout cela, et qu'un équilibre est quand même, possible. Mmh. Maintenant, j'aurais des questions un peu plus mindset, donc tu as commencé toute seule, ensuite tu t'es développée, tu as commencé à recruter. Aujourd'hui, tu gères ton organisme de formation, donc j'imagine qu'il y a tout l'aspect administratif qui va avec. Tu as toute l'équipe pédagogique avec tes coachs, les apprenants et cetera. Tu as l'aspect comptable, logistique, financier, juridique aussi, d'apprentissage, digital, le marketing, bref, toutes les casquettes qu'on adore en tant qu'entrepreneuse. Comment est-ce que tu as vécu, si tu t'en souviens, ce passage de: «Je suis toute seule en prestataire de service» à: «J'ai toutes ces multicasquettes à gérer et à bien gérer»? Comment j'ai géré ça? Eh bah, tout simplement en étant accompagnée. Vraiment, je ne l'ai pas fait toute seule, j'ai été accompagnée. Quand j'ai voulu changer de business model en 2019 et heureusement que j'étais prête du coup en, mi-2019 puisque on sait que le covid est arrivé. Donc heureusement là, l'univers, tout était parfaitement aligné. Si je n'avais pas eu ça, je me serais retrouvée sans travail puisque j'étais 100 présentiel avant, hein. Donc heureusement, j'ai shifté au bon moment et donc quand j'ai voulu aller en ligne sur les réseaux, je ne savais absolument pas comment faire. Comme je te disais, j'avais zéro réseau et donc je me suis fait accompagner dès le début. Il y a certaines choses qui sont plus naturelles, que d'autres. Moi, je suis quand même, j'allais dire de l'ancienne génération. Bah, je veux dire, on n'est pas né avec un portable dans les mains, avec des réseaux sociaux, hein. Moi, je suis pas née avec ça, donc j'ai ça a vraiment été un apprentissage et comme à l'époque, j'étais déjà épuisée, je sortais à 6 heures, je rentrais vers 22 heures, 23 heures parfois, tellement j'avais de transports en commun. J'avais en moyenne 4 5 heures de transport en commun par jour, en plus de ma journée de travail. C'est énorme. Énorme, Ali et ça, c'était quand ça roulait bien. Et souvent, il y avait des problèmes dans les transports, des grèves, vraiment donc c'était épuisant. Donc je travaillais déjà, toute la journée, du matin au soir. Je n'avais pas le temps. Il me fallait gagner du temps et comment est-ce que tu gagnes du temps? Eh bien, c'est en investissant dans des programmes de formation, hein, qui te font gagner du temps pour faire vite et bien. Donc c'est comme ça que j'ai investi dans ma première petite formation de 2 000 €, celle qui m'a permis de créer mon écosystème, hein, Insta, YouTube, Facebook, le podcast, le blog, j'ai aussi mon blog qui m'a permis de créer ça. Ensuite, alors, il disait qu'au bout de la formation, au bout de 9 mois, vous verrez, vous gagnerez des dizaines de milliers d'euros. Moi, ça avait fait un flop, ça n'avait pas fonctionné. J'avais fait un lancement à 0, mais ça ne m'a pas découragée. J'étais contente quand même d'avoir créé mes réseaux sociaux, l'écosystème et là, je me suis dit: «OK, il faut vraiment quelque chose qui fonctionne vraiment» et donc c'est là que j'ai vraiment investi dans un tout autre programme de formation. C'était vraiment un programme de formation intensif où là, on m'a formée sur tout, vraiment et notamment la publicité. J'ai appris à faire moi-même mes premières publicités, hein. Ce sont avec mes premières publicités que j'ai créées grâce à cet accompagnement qui m'expliquait comment faire, que j'ai eu mon premier client high ticket et donc j'ai investi sur moi et ça, faut le dire. Je m'en souviens très bien, elle avait coûté 6 800 €. Ah waouh! Ah oui, mais tout ce que je gagnais, je le réinvestissais. 6 800 € pour 3 mois de formation, mais c'est le meilleur investissement ever! C'est grâce à ça que j'ai pu développer. Alors, comme ça m'avait vraiment mis, sur les rails, dès le premier mois, j'avais déjà retour sur investissement. En 2 mois, j'avais déjà remboursé cet investissement-là et ensuite, je voulais aller plus loin pour justement apprendre à créer son équipe, le recrutement, comment faire le bon recrutement, vraiment me structurer en tant que vraie entreprise et plus seulement en solo. Donc là, j'ai pris le troisième accompagnement qui était à 15 000 €. Et beh, oui, mais j'ai vraiment alors je n'avais jamais investi comme ça sur moi de ma vie. C'est la première fois, mais je savais ce que je voulais et je savais que pour avoir ce que je voulais vite et bien, il fallait que j'investisse sur moi. Il fallait que j'investisse dans ces formations et là encore, meilleur investissement
ever. Vraiment, je suis éternellement reconnaissante puisque c'est grâce à ça que j'ai pu me développer autant. Donc voilà comment j'ai fait, le shift et que je suis passée de solopreneuse à chef d'entreprise vraiment, aguerrie, je sais C'est pas. beau en tout cas de voir déjà le fait d'investir sur soi pour avoir des résultats plus rapides et cetera. C'est pas moi qui vais faire, l'apologie du contraire et surtout les niveaux que tu as été prête à investir sur toi avant même de savoir qu'il y aurait un retour d'investissement et lequel ce serait donc chapeau pour ça. Puis je pense que ça va en inspirer plus d'un ou plus d'une parmi les auditeurs. Justement en parlant de vous qui écoutez cet épisode, Nathalie, j'ai une question pour toi. Quelles sont les peut-être 2 ou 3 grosses erreurs que tu as commises et que tu conseillerais à notre audience qui nous écoute d'éviter? Alors, peut-être, dans l'inverse. Alors je l'ai pas commise parce que je me suis fait accompagner, mais l'erreur qui pourrait être que, non, faire toute seule. Je vais me débrouiller toute seule, et donc du coup, ne pas se faire, accompagner. J'ai eu la chance de pas faire cette erreur. Encore une fois, j'avais pas trop le choix. J'étais déjà débordée avec tout le travail en présentiel, mais c'est vrai que, souvent on peut se dire: «Ah, je vais y arriver, toute seule, je vais y arriver toute seule». En fait, c'est l'erreur que certains de mes prospects ont fait pendant des mois et des années. Ils ont essayé de se débrouiller tout seuls en anglais, mais ils ont bien vu le résultat, ils ont perdu du temps, il y a des postes à responsabilité qui leur sont passés sous le nez parce qu'ils pensaient, ils voulaient faire tout seuls, mais au bout d'un moment, quand tu n'y arrives pas, la meilleure façon d'y arriver, c'est de te faire accompagner. Donc c'est une erreur que je pourrais dire, essayer de voilà, persister dans le essayer de faire seul, mais parfois il faut se faire, accompagner. Ensuite, des erreurs que j'ai faites, ça peut être au niveau du recrutement, parce que moi je suis quelqu'un qui, comme je t'ai dit vraiment j'aime la vie, j'aime les gens, donc je suis quelqu'un qui fait confiance assez, facilement. Mais j'ai appris que, comment on dit? La confiance n'exclut pas le contrôle. Sur certaines personnes, j'ai fait trop confiance aveuglement. Je me suis dit: «Bah, elle est professionnelle, elle fait bien les choses, elle a les directives, elle sait quoi faire, elle a sa fiche de poste». Alors, faire confiance, bien sûr, c'est très important, mais ça n'exclut pas d'avoir un regard quand même, de vérifier, de contrôler, de regarder. Faire confiance, ça ne veut pas dire se débarrasser et puis, ne plus rien regarder. Donc oui, faire un peu plus attention quand on donne sa confiance. Voilà, ne pas faire une confiance aveugle. La confiance n'exclut pas le contrôle. Voilà ce que je pourrais dire. Et puis peut-être une dernière, oui, au niveau des canaux d'acquisition, heureusement que très tôt, je me suis formée, parce qu'au début, c'est vraiment le canal d'acquisition, c'est Facebook et notamment les publicités puisque j'ai été formée sur ça, hein. Moi, c'est en 2 semaines après avoir lancé mes premières pubs, j'ai eu mon premier client. Donc moi, j'ai été formée à cette école-là, l'organique oui, mais aussi, les publicités qui fonctionnent mais extrêmement bien quand c'est bien fait. Et donc l'une des erreurs que j'aurais pu faire, c'est d'avoir un seul canal d'acquisition. Ça, c'est vraiment, moi je conseille d'en avoir plusieurs. C'est l'adage, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est vraiment ça. Un jour, j'ai eu des problèmes avec des pubs et si je n'avais eu que ce canal d'acquisition, bah, ça aurait été vraiment très compliqué pour moi. Trop bien, ça me parle beaucoup. Aujourd'hui, c'est encore toi qui fais tes pubs ou c'est sous-traité ou? Ah non, 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 j'ai tout traité ça, hein, parce que c'est un travail C'est vraiment. chronophage, oui. Ah oui, c'est un vrai job, puis encore plus aujourd'hui où ça devient beaucoup plus concurrentiel, beaucoup Mais plus oui! technique aussi, hein. Et oui, c'est un métier à part entière. Donc j'étais contente de me former sur ça. J'ai eu mes premiers clients grâce aux publicités que j'avais apprises à faire. Mais dès que j'ai eu assez, dès que j'ai pu, hop, j'ai délégué ça à des spécialistes qui, du coup, ont amélioré mes performances. Trop bien. J'ai une dernière question pour toi, Nathalie. Donc là, on va se tourner plutôt vers l'avenir. Maintenant que tu as atteint ce niveau business, c'est quoi tes prochains objectifs et comment est-ce que tu visualises ton business dans 3 ans, par exemple? Dans 3 ans, je visualise mon business avec, florissant, hein, avec une équipe encore plus grande pour qu'on puisse accompagner encore, plus de personnes et ça veut dire également renouveler la certification, Calliope et ça effectivement, ça c'est un challenge, hein, ce CPF, ce sésame parce qu'effectivement, il y a quand même, pas mal de personnes qui viennent à nous qui ont du CPF donc elles sont très contentes de pouvoir, l'utiliser. Puis tout en gardant donc continuer de développer ma société, mon organisme de formation et continuer également à prendre soin de moi, hein, garder cette harmonie, si je puis dire, entre travail et vie perso. Voilà. Trop bien. Et est-ce que du coup, tu as cette ambition de viser les 7 chiffres annuels, mais de manière un peu plus écologique pour toi? Ou est-ce que tu te dis: «Bon, je l'ai fait une fois, j'ai pas forcément besoin de le refaire, même si je vise la croissance, mais je vise pas forcément le million»?
C'est exactement ça. Ah, c'est la seconde option. Tu as très bien compris, oui, non, je ne vise plus forcément le million. Continuer la croissance, oui, mais plus à n'importe quel prix, ça non et certainement pas au prix de ma santé. Donc oui, continuer la croissance, mais une croissance saine, voilà, plus forcément avec cet objectif-là de mais voilà, une croissance saine. J'adore. Merci beaucoup Nathalie, j'avais fini de te cuisiner avec toutes mes questions. Merci pour ta transparence et puis d'avoir joué le jeu. Si les personnes veulent te retrouver, venir te faire des feedbacks sur, cet épisode ou même travailler avec toi, où est-ce qu'ils peuvent te contacter? Alors, ils peuvent me contacter, très simplement, soit sur Instagram, nathalie.lcf, sur LinkedIn, Nathalie Teljania LCF, sur YouTube, c'est Nathalie LCF partout de toute façon et puis via mon site internet. Alors je sais que ce n'est pas le site le plus beau, je sais que je dois le refaire, mais il paie les jobs. lcfformation, .fr. Voilà, il y aura tous les liens pour pouvoir prendre contact avec moi, réserver, une session évaluation, voilà et puis, avoir n'importe quel renseignement sur l'anglais, le niveau, la formation adaptée. Parfait. Merci beaucoup Nathalie, c'était un plaisir de t'avoir reçue, dans l'épisode et puis, hâte de rester en contact avec toi. Merci beaucoup Aline de m'avoir reçue. Merci beaucoup, effectivement, on continue.